De retour sur la libre antenne, donc vous êtes bien sur metatv.org comme tous les soirs de 21 h à minuit du lundi au vendredi. Ce soir, nous accueillons Jacques Girardot, donc lanceur d'alerte au ministère de la Défense. Vous avez expliqué votre histoire complètement ahurissante donc de ces marchés, on va dire, qui sont détournés, de tous ces détournements que vous avez dénoncés auprès de votre hiérarchie et puis qu'il y a eu une... on va dire, la foudre s'est abattue sur vous, il y a eu une persécution, hein, parce que là, juste avant de prendre la pause, on parlait effectivement des budgets, vous allez nous expliquer un peu, je voulais rentrer un peu plus dans le détail de où va l'argent de ces budgets, parce qu'on en a quand même eu un début de réponse, c'est qu'effectivement, il y a des applications politiques derrière, Oui. et donc vous vouliez aller un peu plus loin pour nous expliquer, alors, comment cette traçabilité, on pourrait l'effectuer au niveau de l'argent? Parce qu'apparemment, vous nous avez expliqué que ce n'est pas véritablement l'argent public qui est détourné, mais c'est ailleurs qu'on prend l'argent. Alors, en France, effectivement, on a l'argent public, qui est l'argent des impôts, Ouais. qui est l'argent des taxes, et qui représente 400 milliards d'euros tous les ans de budget, qui est le budget de l'État. Par ailleurs, bon, il y a les collectivités locales aussi, également, qui touchent de l'argent, qui le dépensent. Mais il y a aussi l'argent social, les charges sociales. Et cet argent-là n'est pas considéré comme vraiment de l'impôt. Il n'a pas le même, au niveau de la déclaration des droits de l'homme et des droits des citoyens, il était marqué que le citoyen a un droit de regard sur l'argent qu'il verse pour l'État. Mhm. Hein, donc théoriquement, on est en mesure d'aller à la mairie, voir, ben voilà, j'ai payé tant d'impôts locaux, où c'est passé. Vous demandez à l'État exactement où est passé l'argent que j'ai payé. Mais pour les charges sociales, l'argent social, cette règle-là ne s'applique pas. Elle n'est pas aussi bien réglementée que l'argent public, où il y a des codes de marché public qui sont très stricts, etc., qui fait que l'argent, on ne le dépense pas comme il faut, qu'on le dépense, mais on est capable de montrer qu'on le dépense correctement, enfin en théorie. L'argent social, lui, il est attribué par des commissions. Des commissions dont on parlait tout à l'heure. Il faut savoir que ces commissions, quand il s'agit d'aides individuelles, hein, sont généralement présidées par l'élu local. Et la décision d'attribution d'un logement social, par exemple, qui fait partie d'une commission, eh ben, elle est prise finalement par l'élu local. C'est le maire qui décide d'attribuer tel ou tel logement à telle personne, suivant des critères. Dans les faits, c'est le maire qui le fait. En réalité, on dit que c'est la commission qui s'est prononcée. Voilà à quoi servent les commissions en France, c'est-à-dire c'est quelque chose qui permet de prendre des décisions qu'on dit légitimes parce que c'est une commission qui les a prises, mais derrière on sait très bien que c'est l'élu local qui a pris la décision et qui a attribué des logements sociaux à ses conseillers municipaux. Et c'est à ce niveau-là vraiment où on peut dire qu'il y a une corruption parce qu'il y a énormément d'argent qui est distribué de cette façon-là. Et on découvre par moments dans la presse que le maire de telle ville, il vivait dans un HLM, hein, avec des robinets en or. C'est un peu ça. Eh ben oui, non, mais c'est complètement ça. Ouais. Donc le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale, c'est la même chose, 400 milliards d'euros chacun. C'est énorme. C'est énorme. La sécurité sociale, c'est un monstre qui équivaut à l'État, au budget de l'État. Hein. Donc en tout, les Français ils payent 800 milliards d'euros. Hein, en cumulant les impôts plus les charges sociales, c'est quelque chose d'abominable. Donc la moitié est à disposition, je dirais, des politiques, pratiquement, hein, bien qu'il y ait des règles qui soient établies. Cet argent-là ne sert pas forcément qu'à des aides individuelles. Il y a les allocations familiales, il y a l'assurance maladie, il y a la retraite, enfin il y a d'autres fonctions qui consomment également énormément d'argent. Mais en tous les cas, ça fait un bon paquet, hein, qui est mis finalement à la disposition de l'élu local, qui t'en sert
soit pour faire plaisir à certaines personnes, soit pour obtenir un électorat, hein, vis-à-vis de certaines personnes. Ah oui, ça, oui, voilà, on en donne un attribut, un appart. Il faut savoir que quand on est français, hein, on a beaucoup plus de mal à obtenir un logement que quand on est immigré. Ah ben voilà. C'est un fait. Parce que sans doute qu'il y a des directives qui ont été données pour favoriser le logement aux personnes immigrées plus qu'aux Français. Voilà. En le disant, on n'est pas raciste, c'est pas une question de racisme, c'est une question de constat, quoi. C'est pas, on pourrait accuser de racistes les politiques qui œuvrent dans ce sens-là, racistes contre les Français. Voilà, voilà, alors on essaye de mettre l'amalgame, quand on tient ce genre de propos, hein, de faire l'amalgame avec le racisme. Je regrette qu'il n'y a aucun racisme là-dedans. Les personnes immigrées sont des personnes tout à fait respectables pour certaines, moins respectables pour d'autres, comme il y a des Français respectables et des Français qui sont moins respectables. Tout le monde n'est pas gentil, ça, on peut pas dire ça, mais ce sont des gens normaux, quoi, qu'on a fait venir en France, qu'on a presque appelé pour qu'ils viennent la plupart du temps, en leur proposant justement des aides de ce type-là, sur lesquelles ils sont prioritaires. Et voilà, alors ça sert, cet argent-là, à une fonction également politique, mais non avouée, qui sert également à développer l'immigration en France. D'accord. Hein. Alors ça, oui, c'est vachement étonnant. C'est étonnant et à la fois, on est obligé de faire un constat, c'est qu'effectivement, la plupart des logements sociaux, en particulier sur des départements, ici comme la Seine-Saint-Denis, on voit effectivement que c'est attribué majoritairement effectivement à des gens d'origine étrangère. Si on veut parler d'immigration, on constate que la courbe de croissance de la population française est linéaire, et ce depuis la fin de la guerre. La dernière guerre, hein, depuis les années 50, la pente n'a pas bougé d'un poil. Par contre, la fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants que fait une femme, est passé de 3,5 après la guerre à moins de 2 à partir des années 80. Donc, quand la fécondité est inférieure à 2, généralement la population décroît. Parce qu'un couple doit avoir 2 enfants si on veut que la population se maintienne. Quand c'est inférieur à 2, ça décroît. Alors ça décroît peut-être pas tout de suite, parce que bon, les gens vivent de plus en plus vieux, ce qui fait qu'il y a un phénomène de rémanence qui apparaît, et que la chute se fait plus tard, mais elle se fait de toute façon, elle s'est faite en Allemagne, c'est où il y a eu exactement le même cas de figure. Et ben, depuis les années 80, donc la fécondité est inférieure à 2. Par contre, la population n'a pas cessé de croître. Donc moi j'ai fait le calcul en me disant, en prenant des hypothèses simples, en disant une femme peut avoir 2 enfants, on peut dire comme hypothèse qu'elle a son premier enfant à 25 ans, son deuxième à 30 ans. En prenant sur le site de l'INSEE les natalités des 50 dernières années, on peut arriver comme ça à tracer une courbe théorique d'évolution de la population s'il n'y avait pas eu d'éléments extérieurs qui avaient été rajoutés. Et on s'aperçoit que la différence, donc la population théorique en 2012 par rapport à la population réelle, il y a 7 millions d'individus qui diffèrent. 7 millions qui ont été donc rajoutés, mettons avec les erreurs de calcul 6 millions. Mais 6 millions c'est déjà énorme. Donc en 30 ans, 6 millions de personnes sont arrivées en France. Et on ne nous l'a pas dit. Alors comment ça a été caché vis-à-vis des chiffres? C'est très simple. Il a suffi de dire que les enfants de parents étrangers nés en France sont français. Et ils le deviennent à 13 ans, de façon, s'ils en font la demande, enfin, et à 18 ans, de façon systématique. Comme ça, leurs enfants sont des enfants nés français, ainsi de suite. On reste dans
dans la population française, et l'immigration n'apparaît plus du tout. C'est pour ça qu'on dit que l'immigration n'augmente pas depuis des années, etc. Voilà, l'origine des gens n'apparaît pas dans les chiffres, et on présente une immigration qui est relativement faible par rapport à ce qu'elle est réellement chaque année. Mais quand on fait le calcul, il faut savoir qu'il y a 6 à 7 millions de personnes qui sont arrivées en France en 30 ans, ce qui représente 10% de la population et 13% de la population telle qu'elle était en 80. Donc on peut nous donner des beaux discours d'essayer de faire des efforts pour réduire l'immigration. En fait, ce qui a été fait réellement, c'est une industrialisation de l'immigration, parce que ça représente quand même 600 personnes par jour qui sont arrivées. Enfin, il n'y a pas que des arrivages, il y a aussi des personnes qui sont nées, effectivement, qui sont issues de l'immigration. Et bon, voilà ce qu'il en est réellement. Et puis c'est un chiffre pour la France en plus, parce qu'on pourrait faire un chiffre pour l'Europe, parce qu'aujourd'hui avec Schengen, toute l'immigration se mélange. Oui. Maintenant, avec les accords pour pouvoir de libre circulation, on peut. Mais dans un premier temps, ce qui a été fait, c'était le rapprochement familial, qui a permis à énormément d'étrangers de venir en France s'installer parce qu'elles avaient des connaissances de la famille en France, donc le rapprochement était justifié. Maintenant, on arrive, je dirais, à bout de ce système parce qu'il a des limites finalement. On peut pas. Les familles sont limitées, ne sont pas infinies. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'immigration provient des pays de l'Est européens, ce qu'on appelle les Roms. Mais c'est le même principe, on les fait venir de façon massive en essayant de dire qu'ils n'ont rien à faire là, mais en tous les cas, on les accueille de la même façon qu'on a accueilli les autres. Ils se retrouvent avec des logements. Certains sont peut-être encore en difficulté. En tous les cas, on ne les expulse pas, comme on a expulsé moi. C'est clair. Parce qu'à côté de chez moi, il y a, où j'habitais, à côté d'un terrain militaire, ce qui était un peu surprenant, il y avait un squat de personnes comme ça venues appelées Roms. Et bien ces gens-là, je suis allé les voir un jour pour voir ce qu'ils étaient. En fait, je venais ramener leur chien qui s'était égaré. Et j'ai discuté un peu avec elles. Elles m'ont dit, oh, mais nous, on a vu la police, ils nous ont dit, si on ne fait pas de bruit, on n'aura aucun problème. Voilà, ça fait 2 ans qu'ils sont installés dans des locaux qui avaient été désaffectés. Je ne dis pas que c'est mal qu'ils utilisent ces locaux, il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Mais c'est la différence de traitement qu'on peut également constater de personnes qui sont en position illégale d'occuper des locaux qui ne leur appartiennent pas, qui ne payent pas de loyer par rapport à moi qui était quand même dans une situation plus... Et à 50 mètres de distance. Voilà. Donc, pour favoriser l'immigration, il y a eu ces moyens-là qui ont été utilisés. Et également le système des aides sociales qui a été adapté pour des personnes, mais vraiment très défavorisées. Parce que quand on voit les plafonds pour obtenir des aides, c'est très faible. Ah oui. Il faut justifier d'un revenu très faible. Très faible. Et une personne qui vit avec ce revenu-là, elle n'existait pas auparavant. Ces revenus-là sont apparus par le développement du temps partiel. Parce que beaucoup de gens, parce qu'il y a quand même, on peut dire que les gens ont un revenu faible, etc., mais en France, il y a quand même un revenu minimum, un SMIC. Ils ne peuvent pas être payés en dessous. Mais pour obtenir ces revenus très faibles, ça veut dire que ces personnes-là font du temps partiel. Et c'est le cas notamment dans beaucoup d'entreprises, comme dans les entreprises de nettoyage, les entreprises de gardiennage. Les personnes ont un temps partiel, sont embauchées, c'est souvent des personnes immigrées d'ailleurs qui travaillent. Et comme ça, elles obtiennent un faible revenu et sont éligibles pour les aides sociales. Et en plus de ça, ça permet de démultiplier l'emploi pour ces personnes-là, parce qu'elles sont prêtes à accepter un mi-temps, pas payé très cher, mais en contrepartie, si on fait le compte, le logement, les associations qui financent, les aides familiales, etc., c'est généralement... ces personnes-là ont des familles assez grandes,
donc qui sont éligibles aussi pour les aides familiales. Quand on fait le total, on s'aperçoit que l'État a conçu quand même quelque chose de pas trop mal, bien qu'il puisse être critiqué, mais les gens arrivent quand même à vivre. Pas trop mal, mais particulièrement adapté pour des gens immigrés qui ne cherchent pas forcément enfin, qui n'ont pas les mêmes ambitions que pourraient avoir des personnes qui ont vécu en France, qui ont vu leurs parents travailler 40 heures par semaine, qui ont une culture quand même d'un travail à temps plein. Hein, c'est quand même une culture française qui n'est pas forcément dans tous les pays. Hein, les gens acceptent difficilement de travailler à temps partiel quand ils ont la possibilité de travailler à temps plein. Hein. D'autant plus qu'on sait que dans certaines cultures, c'est pas du tout au contraire. En fait, c'est plutôt des petits boulots, on cumule des petits boulots un peu. Ben là, ça rentre tout à fait dans ce cadre-là, parce que la personne qui travaille à mi-temps, qui a un emploi à mi-temps, ben, généralement, elle fait aussi des petits boulots à côté. Hein. Bien sûr. Puis il y a une volonté de la Commission européenne d'avoir voulu ce qu'ils appellent flexibiliser le marché du travail en encourageant le temps partiel. Hein. C'était une directive européenne qui disait qu'il faut que la France encourage le travail à temps partiel. Voilà. Donc c'était bien dans ce sens-là et beaucoup d'entreprises ont bien compris. C'est d'ailleurs peut-être également plus facile de gérer son personnel quand il est à temps partiel pour s'en séparer que d'avoir à temps plein parce que les indemnités de licenciement ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, donc il est plus préférable d'avoir plusieurs petits emplois pas payés cher, comme ça quand on veut s'en séparer. Voilà, parce que l'employé donc est dans une situation de précarité, absolument, il ne peut plus revendiquer quoi que ce soit, puisqu'il il a besoin absolu de ce travail-là. Exactement, donc il est plus également amené à faire splendidement pour être convenable. Voilà un peu au niveau de l'immigration, ce que j'ai pu constater moi. Hein. C'est pas difficile de regarder quand on voit un chantier de construction de bâtiments, bah, c'est beaucoup d'immigrés qui travaillent, il faut le reconnaître. Hein. Et ces personnes-là, enfin je ne sais pas dans le bâtiment, mais en tous les cas dans certains autres domaines, c'est pratiquement systématique que ce soit du temps partiel. Bien sûr, dans l'hôtellerie et la restauration, et aussi qui sont des domaines où on retrouve énormément d'étrangers. Non seulement l'État fait des aides sociales, mais il a également aménagé le travail pour accueillir, pour que ces personnes-là puissent à un moment donné trouver du travail, qui n'est pas mirobolant. Puis maintenant, bah, on dit des pauvres gens, effectivement, il n'y a quand même pas beaucoup, mais c'était prévu comme ça dès le départ. Quoi. Faut pas... c'est pas... Et voilà, donc 6 millions de personnes qui sont arrivées, qui sont aidées de cette façon-là, bah ça déstabilise quand même un peu la population des gens qui étaient dans le pays auparavant, parce que c'est comme des cultures différentes. On a beau dire que l'homme s'adapte, etc., qu'il faut être généreux, on n'arrête pas de le répéter, mais bon, ce sont des gens qui n'ont pas du tout la même culture religieuse, histoire. Il y a plein de points qui sont divergents. Et ben, quand deux populations comme ça, pas opposées, mais différentes, sont mélangées, il y en a l'une prend possession de l'autre ou l'autre prend possession de l'une. Enfin bon, en tous les cas, ça casse l'identité d'au moins une des populations. Et c'est, à mon sens, l'objectif de l'État, c'est de casser l'identité française qui était propre, qui n'était pas très forcément qui plaisait à tout le monde, mais le français qui, avec sa baguette et sa bouteille de pinard, quoi, hein. Il existe encore celui-là, on le retrouve encore dans les campagnes. Et qui aime bien manger, qui n'aime pas forcément manger équilibré tous les jours, et quand il y a de bonne bouffe, ben, il est content. Ouais, quand il y a du glutamate aussi, c'est ça. Et bien tout ça tend à disparaître. Ouais. C'est ce qu'ont fait les Chinois au Tibet, en implantant énormément de Chinois dans la population tibétaine. Tout à fait, ils ont noyé la population. La Russie, à un moment donné, a pratiqué de la même façon, en mixant les populations
pour éviter justement que certaines populations qui avaient peut-être un caractère un peu fort se rebellent. Comme ça, l'identité a été cassée de cette façon. De l'autre côté, ça génère tout un tas de problèmes internes en mixant ces populations, de conflits, de mal-être, et les gens ne vivent pas forcément très bien des deux côtés. Hein, quand on voit l'évolution des dépenses de maladie des Français, hein, on constate que tous les 6 ans, hein, les Français dépensent 20% de plus dans leurs dépenses de maladie. Donc les Français deviennent malades. La population française, plus précisément, devient malade. Et c'est par des traitements de ce type-là que les gens finissent par se renfermer sur eux-mêmes, d'être beaucoup plus méfiants des autres. Voilà ce qu'on constate aujourd'hui. Il y a plus avant on se disait bonjour dans la rue, dans certains villages ou villes, où maintenant on connaît même plus son voisin. Et voilà, serait déterminé un peu pour dire ces voyous-là jouent des rôles de capot pour tenir la population, en fait, sans le savoir. Voilà. On leur a délégué un peu un pouvoir de peur et de soumission au reste de la troupe. Ils sont les maîtres de la sécurité qui veut être mis en France. Voilà. On fait peur aux gens comme ça. Exactement. Et c'est la politique qui le décide. C'est pas... On essaye de détourner le débat en disant ceux qui parlent d'insécurité et ceux qui parlent d'immigrés, ce sont des racistes. Non, c'est pas raciste. N'importe quelle population à laquelle on laisse des libertés par rapport à une autre, elle abuse, enfin, elle prend le dessus, c'est évident. Sinon, on ne ferait pas de loi. Sinon, ça voudrait dire que les lois ne servent à rien. Les lois permettent que les individus restent à leur place et qu'il n'y en ait pas qui prennent le dessus par rapport aux autres, théoriquement, et qui ne tapent pas sur les autres en particulier. Mais quand on retire des lois à une certaine population, tout naturellement, quelle que soit la population, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit arabe, qu'elle soit norvégienne, voilà, elle aura l'immunité, il y aura des voyous qui vont s'y mettre, c'est évident. Ça ne sera pas la majorité de la population, mais il y aura un développement de mafia, etc., et de délinquance. Et plus l'immunité sera garantie, plus ça ira loin. Voilà. Alors aujourd'hui, maintenant, moi j'ai un fils qui a 17 ans, hein, il se fait racketter 3 fois par an, quoi. C'est courant. C'est plus... bon, il s'en est toujours bien sorti, mais voilà. Et ça, c'est pas... C'est la faute d'un non-droit, enfin d'une zone, une zone de non-droit pour une certaine population. On le voit très bien, les jeunes qui se font arrêter par la police, ils sont relâchés tout de suite après. Et maintenant, on veut faire des lois pour qu'ils n'aillent même plus en prison, quoi. On dit les prisons sont pleines. Quoi servent les prisons? Eh ben, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd pour certains. Hein, ils en profitent. Tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde n'a pas... Mais certains aiment bien. Et on voit bien, pas besoin de parler que des personnes immigrées. Hein. Les hommes politiques également ont une immunité certaine. Et ben on voit bien ce qu'ils font par derrière. Ils ne s'en privent pas. Hein. Quand on regarde ce qui s'est passé dans mon cas, quand on regarde mon expulsion, hein, c'est bien des hommes politiques
politiques qui ont décidé ça. Et on voit bien ils profitent tout à fait de leur immunité pour faire des coups bas, etc. Au même titre que le plus brigand au fin fond des banlieues, quoi. Hein. C'est du même ordre. C'est humain, quoi. Hein. Quand on donne l'immunité à une population, ben, elle prend le dessus. Elle prend le dessus. Et voilà. Donc globalement, ce que fait l'État aujourd'hui n'est pas très avouable parce que c'est exactement ça, quoi. On est en train de casser une population qui avait une certaine identité en lui imposant une autre. Et aussitôt qu'elle commence à se plaindre, eh ben, on lui tape dessus en lui disant « t'es raciste ». T'es raciste, oui. Hein, effectivement. et il y a des associations payées par l'État, parce que la plupart des associations sont payées par l'État, hein, ce n'est pas les donateurs qui contribuent à faire vivre les associations, qui passent leur temps à mettre en défaut certaines personnes, notamment en montant des scénarios comme quoi, quand un commerçant cherche un employé, il y en a un qui se présente avec un nom d'origine maghrébine, l'autre qui se présente avec un nom d'origine française, et si c'est la personne d'origine française qui est choisie, eh ben, le commerçant en question est passible d'aller devant la justice. On peut lui porter plainte contre lui pour discrimination raciale, et c'est à quoi s'amusent certaines associations. En plus, solliciter, venir titiller le truc pour que le mec il craque et il soit emmerdé après. Hein. Voilà. Bah oui, la LICRA, SOS Racisme, on sait qu'ils tiennent un rôle un peu ambigu. SOS Racisme, ça a été financé par Mitterrand, hein, au départ, exclusivement. Puis on voit très bien comment a évolué celui qui a créé SOS Racisme. Julien Drey qui est derrière les barreaux, derrière les barreaux. Failli y aller. Ah ben non, c'est aussi le premier secrétaire du Parti Socialiste. Ah bah Harlem Désir, bien sûr, qui lui a été condamné aussi. Oui, qui a bénéficié de certaines grâces présidentielles au sujet d'impôts qu'il ne payait pas ou je ne sais plus quoi, enfin d'autres contraventions qu'il n'avait pas payées. Il a été baigné aussi dans des emplois fictifs, dans des affaires d'emplois fictifs. Enfin bon, il n'est pas clair du tout ce mec-là, mais voilà. Voilà, il était absous, évidemment, en partenant à cette caste. Et comme, lui il est d'origine étrangère, mais ça aurait pu être une personne d'origine française, il aurait pratiqué pareil, il aurait également baigné dans des problèmes d'emploi fictif. Voilà, c'est pas une question de nationalité, c'est une question simplement dans une société, il faut des lois. Et les lois doivent être appliquées à tout le monde, c'est le bœuf à bas. Et si on donne des droits supérieurs à d'autres, ben ceux qui ont plus de liberté prennent le dessus par rapport aux autres, et c'est tout à fait ce qui est souhaité, ça va dans le sens de la politique actuelle. Qui est maintenue depuis 30 ans. Hein. Ça fait 30 ans que Parce que ça fait 30 ans, parce que par exemple sur l'immigration, qu'on dit aux gens, effectivement, alors il y a des partis qui disent on va maîtriser l'immigration, d'autres qui disent il faut la laisser couler, il y a une espèce de débat, mais finalement rien ne change, c'est juste un débat. On doit le poisson, on n'annonce pas les chiffres. Parce que même la droite qui se positionne, je veux dire l'UMP et même avant le RPR était plutôt anti-immigration, en tout cas pour on va dire réduire là, cette politique, le nombre d'immigrés arrivant sur le territoire. Ils n'ont jamais mis aucune mesure en œuvre. Mais aussi n'ont pas vraiment les moyens. Parce que c'est que l'Union Européenne, ils ont un peu les mains. C'est évident. C'est elle qui a beaucoup de mots à dire sur l'immigration, puisqu'elle nous avait elle s'était permise de faire la morale à la France pendant l'affaire des Roms, en disant oui, c'est la collaboration qui revient, on n'est plus en 1940, machin. Enfin, vous avez limite traité de fasciste. Pour la France, c'est le seul pays qui accueille correctement ses immigrés. Ouais. L'Allemagne ne le fait pas autant, l'Italie ne le fait pas autant. Ouais. Eh ben, les gens vont là où c'est le mieux, ça semble normal. Et pourtant, on nous tape dessus dans toute l'Europe en prétendant que la France serait justement la terre, on va dire, où les immigrés seraient les plus malheureux du monde, ce qui semble pas du tout être le cas dans la réalité, puisque la majorité des gens pensent l'inverse. Je pense que globalement, il n'y a pas vraiment
de cas, il peut y avoir ponctuellement des cas très, très difficiles, mais si c'était la généralité, je ne pense pas que les immigrés viendraient en France. Oui. Hein, si vraiment ils étaient Ils maltraités. étaient très maltraités, bien sûr. Donc pas chacun tragique. y retrouve son compte. Ça satisfait beaucoup l'État, hein, parce que en plus il peut se dire généreux comme ça, humain, Humain. d'accueillir, mais finalement sous l'humanité annoncée des responsables politiques, il faut savoir qu'ils se cachent derrière des intentions abominables. Et que c'est une arme de dire que utilisée par beaucoup d'ailleurs, de grands criminels même, hein, d'être sympathique avec les gens ou de prétendre être à leur écoute pour dissimuler, pour mieux dissimuler ces actes malfaisants. Hein, souvent, hein, les gens sont souvent surpris de découvrir quand il y a eu des drames abominables d'enfants qui ont été séquestrés ou dans la cave pendant des années, etc. Et bien personne ne l'a suspecté parce qu'elle jouait la carte de la gentillesse vis-à-vis des autres. En étant serviable, en donnant service, etc., elle pouvait être suspectée de rien. C'est quelque chose d'abominable, cette façon de faire, de mettre en avant la générosité comme on le fait aujourd'hui en France, avec des émissions en permanence qui parlent de ça en permanence. On voudrait, c'est pire que, enfin moi je n'aime pas aller à la messe, mais l'État a repris exactement ce que faisaient les catholiques auparavant. Il s'est mis porteur de messages d'humanité qui ne lui appartiennent pas. C'est pas à l'État de diffuser ce genre de message. S'il le fait, c'est parce qu'il y trouve un intérêt. Et cet intérêt-là, justement, ça permet de lui donner une certaine impunité. En tous les cas, on ne peut pas le suspecter de faire de mauvaises actions parce qu'il en fait de très bonnes par ailleurs, quoi. Voilà. Et ça, c'est utilisé au niveau national, au niveau international. Quand on écoute Obama parler, c'est pareil. Tous se sont mis d'accord pour reprendre en cœur le message. Il faut être gentil, il faut être bon avec son prochain. Surtout pas avec son voisin, mais il faut aider les personnes défavorisées qui sont vraiment défavorisées, qu'on ne connaît pas vraiment. Donc comme on ne les connaît pas, donnez-nous votre argent, on va les aider pour vous. C'est ça, on s'en occupe. Bah oui. Mais derrière ce message de générosité qui est repris par les Restos du Cœur, qui est repris par des épisodes comme Joséphine Ange Gardien, tout ça, il y a un message qui n'est pas sain. Hein, on dirige la générosité des gens vers une cible qui n'est plus celle qu'elle était, c'est-à-dire le voisin, l'entourage proche, etc. Aujourd'hui, on doit aider les personnes défavorisées, hein, mais on ne voit pas son voisin qui est en galère pas possible, hein, qui aurait peut-être besoin un petit peu d'aide. Mais non, on le considère comme un salaud, nous on donne déjà assez aux pauvres. Voilà, c'est aussi une façon de séparer les populations, de dire qu'il y a une population qui est pauvre, qui mérite qu'on l'aide, puis une population qui est riche et qui doit aider les autres. Eh ben non, c'est pas tout à fait comme ça en réalité, mais en imposant ça, finalement, on casse la solidarité qu'il pouvait y avoir entre les gens naturels. Et maintenant, quelqu'un qui se casse la figure dans la rue, personne ne va la ramasser, quoi. Et donc il y a une volonté vraiment, parce que moi quand je vous écoute, je sens cette volonté, alors je ne sais pas d'où elle émane vraiment, mais de casser la France, in fine, que l'État français est en train de se fissurer de partout, on a l'impression que toutes les poutres sont en train de s'effondrer, quoi. Voilà. Et que le pays est en train de sombrer. Alors on l'avait déjà remarqué, bah, mais là, on voit bien j'ai l'impression que c'est des poutres entières là, qui sont en train de... Si on ne le voit pas, qui sombre, quand on apprend que tous les jours à la radio qu'il y a des entreprises qui ferment, quand on voit le nombre de chômeurs qui augmente de jour en jour, on se demande comment ça va se terminer cette histoire. On est déjà allé très loin dans le processus de destruction. Parce qu'il y avait des chemins à prendre bien avant pour ne pas aboutir là où on est. Hein. Et ça, ces choix-là, n'importe qui, avec un peu de bon sens, les aurait pris.
on a pris des directions opposées au bon sens hein, pour en arriver là. C'est pas possible autrement. Hein, c'est pas la mondialisation qui nous a fait arriver là, parce que l'Allemagne est dans une position complètement différente de la nôtre. Elle a pris d'autres choix qui fait qu'aujourd'hui, sa dette tend à diminuer. Elle a un taux de chômage qui reste raisonnable, vu la période, mais qui n'a pas du tout la même configuration. Alors on peut l'accuser de ne pas avoir de salaire minimum, de ne pas payer suffisamment ces gens. Et bien nous, qu'est-ce qu'on fait en France hein? On a un salaire minimum, mais on autorise qu'ils travaillent à temps partiel pour toucher 2 fois rien. Quelle est la différence entre l'Allemagne qui dit je n'ai pas de salaire minimum, mais finalement ça arrange tout le monde parce que vu qu'il y a de l'emploi, les employés vont là où ils sont mieux payés naturellement, parce que et les entreprises comme ça sont obligées de monter les salaires quand il y a de la demande. Et naturellement le système s'équilibre et les Allemands réussissent à vivre. Hein, alors que nous, Français, on dit oui, mais nous, on a un salaire minimum, on garantit le truc, mais on autorise une personne de travailler, un employeur d'embaucher une personne 15 jours par mois, ou une semaine par mois, et lui donner 300 euros, puis vas-y, débrouille-toi. La personne avec 300 euros, elle ne s'en tirera pas. Voilà. Et le salaire minimum, il n'a aucun sens dans ce cas-là. Donc c'est pas une véritable protection, parce que non. Aussi on a fait sauter tous les verrous, il n'y a plus beaucoup, la protection essentielle en France, elle est un peu à nu, il ne reste plus grand-chose. C'est un faux prétexte, oui. Donc dans le phénomène de destruction, hein, on peut même plus dire qu'on a encore les entreprises payent décemment suffisamment les gens pour qu'ils puissent vivre, c'est non plus le cas. Et les entreprises disparaissent de plus en plus. Oui. Donc on est foutu. Oui, l'industrie française, effectivement. Et ça continue. Et quand on voit les émissions à la télé, quand on regarde un peu avec un œil dans ce sens-là, en disant on cherche à nous rendre malades quelque part, et qu'on lit certains articles sur les méthodes de destruction des populations, puisque ça c'est pas des méthodes nouvelles, hein, qui sont appliquées en France, c'est des choses qui ont été développées il y a bien longtemps, comme la mixité des populations, ça c'est connu depuis très longtemps. Maintenant on a évolué, les sciences ont permis d'évoluer de façon rationnelle, dans des domaines comme la psychologie, c'est-à-dire maintenant on est capable de faire un terroriste, de créer un terroriste de toute pièce, de le conditionner, de le mettre prendre une personne normale, de la mettre dans un milieu spécifique et qu'elle finisse par pouvoir se tuer quand on lui demande, quoi. Ça, on sait, c'est établi. On arrive de la même façon à conditionner des populations entières en leur imposant des régimes comme la sécurité qui est punie quand on la dénonce en traitant les gens de racistes. À chaque fois, ça s'appelle de la torture mentale. C'est la torture mentale. Et cette torture mentale, elle est employée massivement également dans les entreprises privées. Quand on regarde le management par objectif, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, en tous les cas dans l'administration et d'où je viens de la DGA, c'était le maître mot pour essayer de donner une structure objective au jugement des personnes. On est noté par son supérieur, c'est ça, dans l'administration. On donne un objectif à la personne au début de l'année, et à la fin de l'année, on regarde si elle a tenu son objectif. Et si elle a tenu son objectif, on dit bravo, c'est bien. Si elle n'a pas tenu, on dit t'es nul. Globalement, c'est ça le principe. Et ça constitue le dossier professionnel. C'est une incidence sur les évolutions de carrière, évidemment. Et après, ça a des influences sur l'évolution professionnelle. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que dans la définition d'objectif, en tous les cas à la DGA et dans le privé d'où je venais également, la personne s'engage à tenir les objectifs. On la fait signer. Mais l'employeur ne s'engage pas à fournir les moyens suffisants pour que la personne puisse tenir les objectifs. L'employeur, c'est pas du tout engageant pour l'employeur. Ah mais c'est l'employé qui s'engage, mais l'employeur... Tout le management d'objectifs est basé sur ce principe-là. Ce qui veut dire qu'il est très facile de foutre en l'air une personne en simplement ne pas lui donnant les moyens suffisants pour qu'elle réponde à ses objectifs. D'accord, ok. Et ça,
C'est appliqué dans les grandes entreprises françaises très massivement, c'est même reconnu par les syndicats, etc. C'est un moyen très simple de liquider les gens. Voilà. Ou de leur imposer une certaine pression pour que. Alors que c'est. Quand on y réfléchit bien, à la base, le jeu est pipé, quoi, c'est pipé. On impose, on demande à la personne de s'engager sur un truc dont elle n'est même pas capable de tout maîtriser. Alors tous les employés qui sont dans management par objectif doivent dire non, moi je ne vais pas m'engager sur un truc que je ne connais pas. Non, mais c'est Et incroyable. voilà, ça c'est encore une autre méthode pour foutre en l'air les gens. Voilà. Enfin, il y a plein de. Ils tiennent comme ça tout le système, quoi. C'est ça qui est un peu, Voilà. qui est un peu incroyable. Et puis, voilà, il y a de plus en plus de personnes comme vous qui dénoncent ce système. Parce qu'en France, il y a beaucoup de gens, je suis sûr, même qui nous regardent, qui découvrent, qui pensent que une histoire comme la vôtre, c'est quand même très hors du commun. Qu'on se dit mais c'est pas possible, il y a à un moment donné, je sais pas, on écrit au ministre, le ministre il intervient, Ils connaissent ça. Ouais. Ah ouais, comment il s'appelle, Jean-Yves Le Drian, notre ministre de la Défense. J'ai informé tout le monde, tout le monde Oui, j'imagine bien, vous avez alerté jusqu'au plus haut niveau de l'État et il n'y a aucune réponse. Aucune réponse. Ni du président, ni du Premier ministre, ni du ministre, rien, personne. On parlait tout à l'heure des problèmes de l'huissier là, qui pouvaient très bien ne pas remettre un acte en justice. Un acte à la personne, ce qui fait que la personne était jugée sans être convoquée au tribunal, sans même avoir connaissance d'avoir été jugée. Ben ça, c'est un manquement important aux droits de l'homme, à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dit que chacun a le droit à un procès équitable, que sa cause soit entendue devant un tribunal impartial et indépendant. Donc cette loi étant en contradiction avec cet article. C'est un manque flagrant à cet article-là. Tout du moins, c'est peut-être pas un manque, parce que si l'huissier fait son boulot, finalement, on arrive à ça. Mais au moins, c'est une brèche qui peut laisser passer des excès comme ça m'est arrivé. Faut savoir que l'État français, enfin le président de la République française, nomme et promue tous les juges de France. Oui. C'est par des décret, c'est les lois sur la magistrature. Et bien dans ces conditions, comment un juge peut-il être impartial? C'est impossible quand l'État est impliqué, quand on applique l'État, quand on attaque l'État. On se retrouve devant un juge qui a été nommé par le chef de l'État. Bravo. Et quand on l'attaque au tribunal administratif, non seulement il était nommé par le chef de l'État, mais en plus il a fait la même école, il a fait l'ENA. Pour être juge dans l'administration, il faut être énarque. D'accord. Alors les énarques, ils sont partout dans l'administration, c'est eux qui ont tous les postes clés à tous les niveaux. Et quand une personne, un citoyen, veut faire entendre sa cause sur un sujet un peu chaud, comme le mien, il se fait vite éjecter. Vite éjecté, comme j'ai été éjecté par le tribunal administratif. Oui, parce que c'est un peu l'État qui gère sa salade tout seul, et puis voilà. Impossible. Il n'y a aucun recours pour le citoyen, parce que concrètement, par exemple, vous, dans votre cas, qui est manifeste, un cas manifeste de persécution, il y a eu vraiment des abus, vous nous avez montré les vidéos, mais je sais que vous avez des documents aussi. Donc, avec tout ça, ça ne suffit pas encore pour que votre cas soit en votre faveur. C'est ça qui est... Non, parce qu'il y a certains articles dans le code français qui permettent aux juges, notamment dans le domaine de l'administration, dans la justice de l'administration, il y a des articles qui donnent libre choix au juge de traiter le dossier ou pas, sur les critères qui ont été définis par la loi. Et s'il estime qu'il n'est pas de sa juridiction de traiter le problème, eh ben, il le balance. Et il se déclare incompétent, c'est ça? Il se déclare incompétent, voilà, il dit que ce problème ne ressort pas de ma juridiction. Et du coup, il n'y a plus de problème. Quand on énonce les droits de l'homme, l'atteinte aux droits de l'homme par l'administration, on le fait généralement en référé liberté, une procédure. Et quand on se trouve devant un juge qui dit ben non, votre demande n'est pas recevable, voilà,
C'est ça. Sans donner de motif, sans rien dire. Sans rien, il n'a pas besoin de se justifier. En citant un article, le juge doit pouvoir doit déterminer si le dossier rentre dans le cadre défini par la loi. Question des critères complètement subjectifs, c'est tellement vague qu'on peut y raconter n'importe quoi. D'ailleurs, beaucoup de textes de loi sont écrits de telle sorte que ça soit tout à fait favorable dans une situation pour certains. Pour certains, pas dans l'autre, ça se lit dans tous les sens. Quoi. Parce que c'est ça qui est assez effrayant, c'est de se dire donc un simple citoyen qui se retrouve face à la machine d'État, ben, il est broyé. Quoi. Il ne peut pas faire autrement que de se retrouver un jour à la rue. Je suis, quoi, parce que je suis sans domicile fixe. Non, mais c'est ça qui est incroyable. Propre sur moi, mais bon, c'est quand même le cas. En plus, le chômage, voilà, vous nous avez parlé de ces problèmes de chômage, de Pôle emploi, on pourra en toucher un mot aussi, parce que donc il y avait des indemnités qui vous étaient dues, on n'a pas voulu vous les verser, il y a eu tout un... Alors Pôle emploi n'applique pas la loi. C'est-à-dire, notamment au niveau des indemnités de licenciement. Il avait été fait à un moment donné une loi disant que le montant, quand une personne est licenciée et qu'elle reçoit une indemnité de licenciement supérieure au montant légal, et ben la différence par rapport au montant légal, elle devait le dépenser avant de prétendre toucher des allocations. Et c'était fait essentiellement pour les parachutes dorés qui touchaient des sommes colossales, qui arrivaient et se mettaient au chômage tout de suite. Donc c'était fait pour éviter les abus. Donc il a été défini comme légal le montant d'une indemnité qui a été définie par un document réglementaire, comme une convention collective, comme un contrat de travail, comme un décret. Du moment que l'indemnité est définie par ces moyens-là, elle est considérée comme légale et donc elle ne peut pas être assujettie à différer sur le paiement des allocations. D'accord. Voilà. Donc ça c'est la loi, et si on lit les accords UNEDIC, qui sont sur internet d'ailleurs, qui sont pas trop mal écrits, on comprend tout à fait ça. Mais Pôle emploi ne voit pas la chose du même œil. C'est-à-dire que Pôle emploi, du moment qu'on touche une indemnité de licenciement, qu'elle soit légale, supérieure à la légalité, enfin ils appellent ça, il y a légal, il y a conventionnel et la troisième c'est transactionnel. Donc les deux dernières sont supposées être largement supérieures à la première. Et bien il met tout ça dans le même panier. C'est-à-dire qu'il va appliquer un différé d'allocation, de paiement d'allocation sur une prime de licenciement légal, et qui n'aura pas du tout été négociée par la personne, elle l'aura reçue. Et comme ça, certaines personnes se voient différer leur versement d'allocation jusqu'à 2 mois. 2 mois sans revenu d'allocation. 2 mois sans revenu d'allocation. Alors qu'ils ont été licenciés parfois de façon pas très claire. Leur employeur les a, un peu comme moi, foutus à la porte, de façon pas très gentille, mais la loi leur imposait quand même à l'employeur de verser une indemnité de licenciement. Et ben, sous ce prétexte-là, Pôle emploi diffère le paiement des allocations, d'autant, jusqu'à 2 mois. Et il prend comme base, et comme étant l'indemnité légale de base, celle qui est définie dans le Code du travail, qui est vraiment ridicule par rapport à certaines indemnités légales définies par des conventions collectives qui ont été établies il y a des années de ça, en accord avec les syndicats. Mais il met tout ça dans le même panier, il soustrait l'indemnité définie dans le Code du travail et tout le reste, le surplus, il applique à différer. Ce qui fait que des personnes qui viennent d'être licenciées ne sont pas rémunérées de façon, enfin qui ont été licenciées de façon abusive ou de façon économique également, ne sont pas rémunérées, ne touchent pas leurs allocations chômage, mais l'employeur n'a pas obligation de verser l'indemnité de licenciement au départ de la personne. L'employeur peut attendre 2-3 mois avant de lui verser. C'est incroyable. Ce qui fait que ces personnes-là, du jour au lendemain, se retrouvent sans rien, sans aucun revenu. Et avec des charges à payer, parce que derrière, il y a le banquier, il y a le bailleur qui demande son pognon.
Et il faut qu'elles payent leur loyer, il faut qu'elles payent leurs emprunts, il faut qu'elles donnent à manger à leur famille, à leurs enfants, hein, Sans revenu. sans revenu pendant 2 mois. Alors on comprend comment des fois des gars, hein, se disent bah moi j'en ai marre, je vais me faire brûler devant Et ils Pôle vont emploi. s'immoler devant les... Et ils vont se faire brûler devant D'accord. Et on dit oh les pauvres, bah oui, mais on les a pas entendus. Mais quand on veut parler à Pôle emploi, c'est impossible de parler à Pôle emploi. Impossible. Il faut leur écrire en recommandé, c'est le seul moyen. Ils ont un système d'information où ils nous envoient les lettres. Ouais. Vous avez reçu du courrier, on veut y répondre. Où est le bouton? What the fuck? C'est vrai, non mais c'est vrai. Voilà. Et quand on leur envoie un courrier recommandé et qu'on va les voir peu de temps après, on dit oh mais attendez monsieur, ça fait seulement 1 mois que vous avez envoyé votre lettre, on a un peu plus de retard de courrier, donc c'est pas évident qu'on ait déjà traité votre courrier. Quand on leur remet en main propre, même signé contre récépissé hyper de systématiquement de courrier, on a l'impression qu'il y a des comment ça s'appelle, des déchiqueteuses, des broyeuses dans tous les coins, des couloirs de Pôle emploi. C'est abominable. Ils sont fantastiques parce Ils que... perdent tout. Il faut vraiment leur écrire en recommandé et ça coûte quand même 5 euros. Bah oui. Pour une personne qui gagne pas beaucoup. Et ils veulent bien y répondre s'ils veulent bien y répondre, quoi. Moi, il y a des courriers qui sont restés sans aucune réponse, bien qu'ayant été envoyés en recommandé. C'est quand même incroyable. Ils ont voilà. l'obligation de répondre aussi dans la loi commerciale recommandée. Toute administration a enfin, il y a une Les loi qui dit gens- qu'ils ont une obligation quoi, de répondre en théorie. Oui, mais En théorie. bah oui, en théorie. Mais c'est comme si la loi n'est pas appliquée, on Oui. leur en tient jamais raison, parce que leur objectif c'est pas de répondre aux gens, hein. C'est de faire en sorte que les chômeurs finissent malades et qu'ils sortent des chiffres du chômage. Ouais. Parce que finalement, la situation ne peut pas être autrement aujourd'hui. Comment peut-on prétendre diminuer le chômage avec des entreprises qui ferment? C'est impossible. Et on nous annonce pourtant une baisse de chômage probable pour la fin de l'année. Hein. Je sais pas si En fait, c'est les listes, c'est vrai. Ils éliminent sur les listes, ils éliminent, et après ils nous disent il y a moins de chômage. On vire les gens parce qu'ils n'ont pas été présents à l'entretien, ils ont eu un empêchement. Alors certains réussissent à trouver la force de se défendre et finissent par retrouver leurs allocations et rentrer dans le truc. Mais le moindre petit faux pas, bing! Ouais. Et c'est le boulot des conseillers de Pôle emploi. On a l'impression qu'ils passent leur Sortir. temps, voilà, sortir les chômeurs de la liste par tous les moyens Voilà, et faire on baisser avait les stats. sorti combien 70 000 Ouais. en août. On ne sait pas où ils étaient passés ceux-là. Ouais, on nous avait dit il y a une baisse et en fait c'était une liste, ils avaient enlevé les gens de la liste. Ouais. Mais combien de personnes partent de Pôle emploi chaque mois? Qu'est-ce qu'elles deviennent ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ceux qui ont été éjectés parce qu'ils n'ont pas été à une réunion, parce qu'ils n'ont pas rempli le formulaire 36.2, 4 qu'il fallait rendre le 14 octobre. Enfin, bon, des trucs pas possibles. Moi j'ai fait une petite étude avec certains chômeurs que je connais, de longue date. Hein. On a fait un peu des statistiques sur les postes qu'ils recherchaient et les réponses qu'ils obtenaient sur les offres de Pôle emploi, que Pôle emploi leur proposait. Pour une même personne qui cherche un même poste, elle a cherché en répondant à des offres proposées par Pôle emploi, puis par des offres également parce que proposées par des cabinets de recrutement. Eh ben, ces candidatures envoyées pour répondre aux offres de Pôle emploi ont reçu 4%, même 3% de réponses positives donnant accès à un entretien d'embauche. Donc les chiffres sont importants parce que ça a été fait sur un échantillon de 400. Donc 3% sur 400, ça fait vraiment pas beaucoup. Hein. 400, sur les 400, il y a eu 12 réponses positives. Une dizaine, ouais. Voilà. Ça, c'est en répondant aux offres Pôle emploi et en répondant aux offres des cabinets de recrutement dans le privé, eh ben, là, le taux de réussite était de plus de 50%. Il faut s'interroger quand même. Ça veut dire quoi? Elles sont bidonnées un peu leurs annonces? Moi, si c'était mon cas, je répondrais à une annonce directeur de projet informatique, j'enverrais mon CV. À tous les postes de directeur informatique, j'enverrais pratiquement le même CV parce que c'est le même poste, me présente de la même façon, je fais à peu près la même lettre, etc. Eh ben,
Les postes de directeur informatique qui ont été proposés par Pôle emploi, dans les annonces qu'on a retrouvées dans les annonces de Pôle emploi, ben ceux-là ont réussi à 3% à obtenir un entretien. Et les mêmes postes qui sont proposés par des agences de recrutement, ben là c'est 50%. Une fois sur deux, on a un entretien. Il faut se poser la question, quoi. Ouais. C'est Donc bidonné, Pôle alors, emploi, c'est bidonné. visiblement, de toute évidence, propose des fausses annonces aux chômeurs pour qu'ils se cassent les dents dessus. Et comme ça, ils s'entraînent dans une politique, un cercle vicieux qui les amène à un échec continu. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de réponse à leurs offres, qui pourtant, il n'y a pas si longtemps, la personne travaillait, avait un emploi, avait un salaire, était considérée par sa hiérarchie, était quelqu'un de productif, et quand elle se présente vis-à-vis du marché de l'emploi, elle est constamment éjectée. Ben, certaines personnes la vivent très mal, parce que se disent, On a l'impression d'être inutile, de voilà. servir à plus Et rien, et beaucoup d'être sombrent dans dans une la situation dépression. d'échec. Il suffit de regarder sur Internet, il y a beaucoup de témoignages de chômeurs qui sont en position difficile, enfin qui racontent en tous les cas leur expérience de dépression suite au chômage, et ils se sont retrouvés dans des situations où ils se sont sentis inutiles pour la société, et que la société les rejetait parce que leur profil n'était pas satisfaisant. Et c'est Pôle emploi qui entretient ça, parce qu'on ne fait pas ça de façon involontaire. C'est-à-dire, c'est inadmissible. C'est volontaire. Et comment sortir les chômeurs des chiffres? Ben, en les rendant malades, c'est une solution. Oui, puisque en plus, voilà, à terme, plus on a de gens malades, plus on a de gens en situation d'échec et de fragilité, et puis ils ne trouvent pas d'emploi, ils finissent par sortir des listes, ils arrivent en fin de droit, et puis, je veux dire, là c'est Ben, tout on le monde. constate quand même, le constat est grave pour la France, parce que quand on regarde les dépenses de santé, c'est tous les 6 ans, ça augmente de 20%. C'est moins de 20%, ouais. Donc c'est grave. On est les plus grands Alors, consommateurs on dissocie pas d'antidépresseurs, maladie psychologique, Ouais. maladie psychiatrique, parce que les maladies psychiatriques, c'est quand même quelque chose de très particulier. Une dépression, souvent, elle se traduit par de la fatigue. C'est pas forcément lié à un état mental. C'est pas forcément répertorié par la Sécu comme étant un trouble mental. Ça peut donner une faiblesse de l'organisme, déclencher des maladies on est plus faible quand on est dépressif, on est fatigué, on attrape plus facilement la crève, et donc les maladies, on ne peut pas dire en tout genre, sont susceptibles d'avoir une cause déjà psychologique. C'est bien connu avec l'effet placebo. On arrive à guérir les gens en leur donnant des médicaments, en leur faisant croire que c'est des vrais médicaments. Donc on sait très bien que l'effet psychologique joue beaucoup dans la maladie. Et ben, les gens tombent malades en France, énormément. Et la France est le premier consommateur au monde de psychotropes, voilà, de substances d'anxiolytiques. Donc on est assez stressé dans nos têtes, mais ben, vu la situation du pays, on est très mal barré, mais on voit que par des traitements comme ça, quand on nous impose de la sécurité, quand on ne peut plus sortir dans la rue en se disant bah, tiens, je vais peut-être pas m'habiller comme ça parce que ceci, je vais peut-être pas prendre mon portable parce que là je vais là. Quand on est traité comme on devient chômeur, quand on est traité comme nous traite Pôle emploi, à tous les niveaux, on trouve des atteintes fortes à l'intégrité psychologique, je dirais, des individus. D'accord. Et c'est en ce sens qu'on peut démontrer que l'État français, dans l'état actuel des choses, et vu comme les choses comme on les voit ce soir, peut être accusé de crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis dans le statut de Rome. Oui, voilà, parce que c'est une torture. C'est une torture mentale. Et discrète, mais insidieuse, longue, qui ne laisse pas de traces, il n'y a pas de traces de sang par terre. Et les personnes qui la pratiquent se disent les meilleures personnes au monde parce qu'elles aident les autres, elles se disent tout à fait, elles défendent des causes humaines, et ce qui les rend d'autant plus difficile de les déloger.
C'est bien le même... Mais en France, il y a déjà eu... est-ce que l'État il a déjà été véritablement condamné pour justement des mésaventures comme la vôtre, puisqu'on le sait, par exemple, je reprends, il y avait un exemple aussi, on sait ce qui s'est passé à Marseille, où il y a eu un grand trafic qui a été mis à jour au niveau de la brigade anticriminalité de la police, où effectivement un certain nombre de fonctionnaires de police donc étaient, on va dire, très corrompus, les flics ripoux comme on les appelle. Et puis il y en a un qui s'est levé, qui s'est battu pour prévenir sa hiérarchie. Et puis c'est un peu comme vous, le monde s'est abattu sur sa tête à ce moment-là. Le monde s'est abattu sur sa tête. Je suppose qu'il a dû bien morfler. Hein. Ah oui, il a morflé vraiment, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, il a quitté la police, donc, puisque c'était une pression absolument insoutenable. C'est tout à fait dans le même cadre. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parlait de torture, donc je vois tout à fait, parce que c'est un peu ce qu'il disait, on lui faisait des tortures au bureau, où voilà, il avait des réprimandes constantes, des machins, on l'envoyait sur des fausses missions, on essayait de le piéger. Un autre exemple de torture, le code français, le code du travail français, pour soi-disant garantir la sécurité de l'emploi, ne permet le licenciement d'une personne que si elle a fait une faute. Ouais, ça paraît bien comme ça. Mais derrière, l'employeur peut très bien pousser la personne à faire la faute par tous les moyens dont il dispose. Soit des pressions psychologiques, soit du harcèlement moral, on lui coupe les vivres, on ne lui met pas d'argent sur son projet. Enfin, il y a tout un tas de moyens qui sont utilisés et reconnus aujourd'hui dans les entreprises pour foutre une personne en l'air. Et qui sont des moyens vraiment, parfois vraiment non avouables. C'est dégueulasse ce qu'ils font. C'est des techniques qui sont enseignées aux dirigeants qui ont vocation à diminuer les effectifs d'une entreprise. Comme chez Orange. On avait vu qu'ils avaient reçu des consignes. Bon, ça s'est très mal terminé parce qu'il y a une série de suicides. Mais... Quand on regarde les chiffres, on est passé de licenciements, donc on parle des licenciements pour faute ou pour motif personnel, à aujourd'hui, pas loin de 80% des licenciements se font pour motif personnel, pour faute. Alors qu'ils étaient, avant qu'il y ait des problèmes d'emploi en France, peut-être à 20%. Oui, c'était un tout petit pourcentage. C'était les licenciements économiques qui primaient. Mais là, 80% des licenciements sont pour faute. Alors les Français sont devenus des incompétents. C'est ça. Parce que le chômage augmente, le nombre de licenciements augmente, donc il y a plus en plus de licenciements pour faute. Il y a un problème. On ne sait pas les former. Le problème, c'est que les techniques maintenant pour déstabiliser les personnes sont bien employées et on sait parfaitement mettre une personne en état de faute pour la licencier, en utilisant tous les moyens. Et ce qui est bien dans le droit français, c'est qu'au niveau du licenciement, on doit justifier donc la faute. Et si la personne veut se plaindre de son licenciement, elle va discuter la faute qu'on lui reproche. C'est-à-dire, elle n'aura pas le droit de parler ou il sera difficile de parler des moyens qui ont été employés par son employeur pour qu'elle commette cette faute. Ça détourne le débat. On ne parle plus que de la faute reprochée, qui, si l'employeur a bien fait son boulot, normalement n'est pas trop contestable. C'est ça, Et voilà. Donc l'employeur, en fait, est libre de persécuter ses employés de la façon dont il le souhaite, et on ne lui en tiendra pas rigueur. Parce que finalement, si la personne veut se plaindre de son licenciement à un moment donné, le juge va dire, écoutez, c'est par rapport à la faute qu'on vous a licencié, donc discutons de la faute, mais pas d'autre chose. À moins vraiment d'avoir des éléments prouvant qu'on l'a poussé à faire la faute. Mais ça, c'est impossible, parce que les gens qui pratiquent comme ça ne laissent pas de traces. Ils s'arrangent toujours, comme ça s'est passé pour moi à la DGA. Un écrit reste, donc à chaque fois qu'une de ces personnes écrit quelque chose, elle s'assure qu'on ne pourra pas lui reprocher. Oui, surtout dans votre cas, c'est double, j'ai envie de dire.
l'État et en plus le ministère de la Défense, qu'on sait qu'il y a un ministère particulier puisque c'est un ministère qui a un service d'action direct, c'est le service, les services de police, enfin de gendarmerie, les services de renseignement, ils ont tout ce qu'il faut déjà pour mettre la pression aux gens dans ce ministère particulier quand même. Oui, oui, mais la pression ils la mettent, ça ne monte pas à tout le monde au même niveau que c'est monté pour moi. Hein. La plupart abandonnent. Je veux dire, le chantage dont j'ai été victime, de dire, bon bah, soit tu es foutu à la porte de façon abominable, on te fout sur la paille, ou soit tu prends un congé pour maladie. Beaucoup l'ont eu ce chantage, et beaucoup ont viré vers le congé maladie. Moi j'en connais quelques-unes de personnes comme ça qui, à force de communiquer, raconter mon histoire, se sont reconnues et ont voulu me faire part de leur expérience également. L'avenir, quand on a pris cette décision-là, n'est pas beau. Enfin, on se retrouve c'est le chemin le plus dur. Dans un échec personnel finalement. Hein. C'est et psychologiquement, c'est très difficile à supporter. Hein, de ne plus travailler en étant considéré comme malade, et on le devient finalement. On devient dépressif et on rentre dans le jeu, puis après, voilà. Ouais, parce que c'est ce que fait l'État, il s'en fout. Voilà, il s'acharne donc comme ça, persécution. Il vérifiera régulièrement que la personne est bien hors danger, hors d'état de nuire, pour qu'elle ne puisse pas dénoncer ce qu'elle a vu. Quoi. Parce que finalement, vous avez touché, ça se trouve, donc à quelque chose de très très gros. Alors ça veut dire que parce que pour qu'on s'acharne comme ça sur vous, c'est que vraiment il disait il faut vraiment qu'on le fasse taire, quoi. Faut qu'on essaye de l'écarter, que son histoire soit qu'on l'enterre, quoi, un peu. Je pense qu'il n'y a pas de limite acceptable dans ce qu'on peut voir ou dénoncer. C'est tout ou rien. Ouais. Si on dénonce un peu, on se fait taper dessus. On ne peut pas tolérer qu'il y ait la moindre fuite. C'est vrai que le ministère de la Défense est particulièrement sensible parce que ce sont des grosses sommes d'argent qui sont données à très peu d'industriels. C'est quand même des contrats énormes. Énorme, ouais, on nous a parlé de 15 milliards de budget, je rappelle, c'est énorme. Il faut surveiller qu'il n'y ait pas de fuite parce que d'ailleurs les gendarmes de l'armement s'y attellent, parce que tous les soirs ils partent dans les bureaux visiter les bureaux des gens et vérifier s'il n'y a pas de fuite apparente d'informations ou de personnes qui pourraient nuire au système. Ouais, c'est très sensible. C'est une des fonctions de la gendarmerie d'armement, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite au niveau de la corruption de l'État. Voilà. Globalement, c'est ça. Il n'y a pas de personnes comme moi qui viennent dire que le marché n'a pas été passé correctement et qui... voilà. Et donc c'est parce que tout ça, donc, clairement est chapeauté par le ministère de la Défense. C'est-à-dire que le grand patron, là, c'est Jean-Yves Le Drian en ce moment, qui chapeaute donc la Direction Générale de l'Armement, la DCN, tout ça est sous la coupe du ministère de la Défense. Alors DCN, non, maintenant c'est devenu privé. Ah, d'accord. C'est devenu une entreprise privée. Encore. Mais la DGA, en fait, est une petite entité du ministère de la Défense. C'est pas la plus grosse. À côté, il y a différentes armées. Puis il y a les services généraux, services de santé, etc. Donc la DGA en soi, c'est pas en volume, c'est pas grand chose, quoi. Elle fait beaucoup de chiffres. Elle fait beaucoup de chiffres, ouais. Plus elle est petite, mieux c'est, parce que plus c'est sécurisé, quoi. À un moment donné, elle avait quand même. Il y avait DCN qui appartenait à la DGA, il y avait Giat Industrie qui était également et qui a été progressivement privatisé, etc. Donc au départ, c'était quelque chose d'immense. Maintenant, c'est devenu tout petit, pratiquement. En plus, vous, quand ça a commencé, c'était pas le gouvernement actuel, donc c'était le gouvernement précédent. Oui. Voilà, c'était donc... c'était Sarkozy. Sarkozy, ministre de la Défense, c'était à l'époque Alliot-Marie ou peut-être à l'époque... il y avait Hervé Morin. Il y a eu Hervé Morin, Alliot-Marie, voilà. Voilà. Et il n'y a pas eu de différence de traitement entre... J'ai pas senti vous n'avez pas senti de Hervé Morin et Alliot-Marie, c'était kiff-kiff. Non, mais même entre Sarkozy et Hollande... Sarkozy et Hollande, on se passe le témoin normal, il n'y a pas eu de... J'ai été perquisitionné sous Sarkozy, j'ai été
éjecté de mon appartement sous Hollande. Sous Hollande, voilà. Les méthodes sont les mêmes, C'est ça, ça. je peux le garantir, ça. C'est pas pour le même motif d'ailleurs. Donc, on voit très bien qu'il y a quand même. Là, il y a de la continuité de l'État. Il y a une là. continuité, sur tous les sujets qu'on a abordés, il y a une continuité qui montre très bien que les partis politiques n'existent plus. Enfin, ils sont fictifs, quoi. C'est une organisation qui a l'apparence de plusieurs partis politiques indépendants, mais derrière, c'est la même chose, quoi. Ils agissent tous ensemble de façon cohérente pour aboutir à leur fin. Oui, Il n'y a pas parce- d'opposition. Quand on parle de FN, FN agit tout à fait dans le même sens à sa façon, mais dans le même sens que l'UMP et que le PS. Mhm. Voilà. Ils ont chacun leur mission particulière, mais l'objectif reste le même, c'est-à-dire détruire le français, détruire la France, pour mettre, la mettre dans une situation de chaos, afin qu'un pouvoir fort prenne la s'installer. place, sans doute le FN, Ouais. un Pétain finalement. On atteindra un chaos complet quand il y aura des manifestations partout avec des bonnets rouges ou je sais pas quoi. Et l'État va finir par démissionner. Ils vont faire un semblant de coup d'État ou bien orchestré, bien prévu à l'avance. Tout le monde saura ce qu'il a à faire le moment venu. Et finalement, on va se retrouver avec un Pétain en place et tous les autres partis politiques qui ont suivi Pétain en 40 suivront le nouveau Pétain d'aujourd'hui. On n'entendra plus parler de partis politiques. Ça sera tous les copains, et il n'y aura plus qu'un seul parti en France. Et c'est ça l'objectif visé aujourd'hui. Ça ne peut pas être autrement. La France ne peut pas se relever avec les dirigeants qu'on a aujourd'hui. Elle ne peut que couler. Puis un pays qui coule, forcément, à un moment donné, il y a une dictature forte qui s'y met en place. Donc autant qu'elle soit mise en place de façon maîtrisée, comme l'État maîtrise tout aujourd'hui, il est fort probable qu'il a vu le coup venir et qu'il sait déjà qui il va mettre à la place, qui va être le nouveau Pétain. D'accord. Parce que là, il y a vraiment, parce que bon, c'est clair, cette ambiance de partis politiques qui sont tous, on va dire, alignés sur la même ligne. Et on voit bien que, voilà, que même s'il peut y avoir un désaccord en apparence, on est bien d'accord en coulisses sur tout le reste. Vous en êtes encore la preuve, les changements de gouvernement, il n'y a aucun Sur certains changement sujets, sur quand votre on les dossier. soulève, on a un consensus de tout le monde, c'est-à-dire tout le monde, personne ne veut prendre le sujet par exemple des droits de l'homme en France. Les droits de l'homme, dénoncer que la justice n'est pas impartiale en France, personne ne l'énoncera. Personne ne dénoncera les problèmes de Pôle emploi, pourtant qui sont, comme on l'a expliqué, c'est facile à constater. Personne, même le front de gauche qui se dit près des ouvriers, Oui. personne, les syndicats, personne ne bougera. Tout le monde sait que les chômeurs se font baiser en France, mais personne ne bougera. Et vous avez reçu aucun soutien politique, personne, il n'y a aucun homme politique qui vous apporte un soutien. C'est ça qui est incroyable, parce qu'avec eux qui sautent sur l'occasion... Si, j'ai eu des approches, mais dans le sens que j'adhère au parti. D'accord. Et dans le sens de maîtriser mes actions, que mes actions puissent être maîtrisées. Si, j'ai des approches, je suis approché j'ai des contacts très réguliers de personnes que je sais qui... sont mandatés par des partis pour... Pas forcément par des partis, enfin qui ont pour objectif de me contrôler. Donc certaines personnes émanent de partis politiques, effectivement, me proposent j'ai eu des propositions de partis politiques. Mais je ne me refuse catégoriquement à adhérer à quelque parti que ce soit, parce que je perdrais ma liberté de penser. Parce que quand on rentre dans un parti politique, on est complètement... on est tenu par une charte ensuite. Comme on disait tout à l'heure, on doit penser comme le chef. Voilà, on a pensé comme le chef. Ensuite, il y a une charte et il faut respecter. Ça, Et d'ailleurs, c'est complètement contradictoire avec la notion de parti politique telle qu'elle est définie en France, où on définit un idéal par rapport à un parti politique, et surtout il est défini par rapport à son programme. Et on s'aperçoit que dans tous les programmes proposés, il n'y en a aucun qui peut réussir à sauver quoi que ce soit. Par contre, on mélange
mélangeant, en prenant un peu de là, un peu de là, un peu de là, on arrive à construire quelque chose. Et c'est le bon sens qu'il le dit, ça. Les partis politiques, les hommes politiques, ils ont du bon sens quand même. C'est une impasse. Hein. Alors, et c'est fait exprès. Alors j'ai C'est une fait dernière... exprès pour que la solution ne puisse pas, pour qu'on soit devant le fait accompli, quoi. Il faudrait faire comme dit Marine Le Pen, mais il faudrait faire aussi comme dit un tel, voilà. C'est vrai, et tous ont raison sur certains sujets. Mais le système politique interdit que la solution vraiment évidente puisse émerger. Alors justement, ma dernière question, est-ce que je vois que l'heure avance, on a déjà dépassé un petit peu l'horaire. Et alors, il y a beaucoup de personnes en France, il y a cette fameuse théorie, on va dire, alors je l'appellerais certainement, peut-être le sauveur, on peut dire, entre guillemets, qui serait, on va dire, sous le profil justement d'un militaire qui d'un coup rentrerait en désaccord avec un peu comme, on va dire Chavez, Thomas Sankara, comme ça s'est passé dans plein de pays, un coup d'état militaire qui reprend le pays puis qui remet tout ça un peu dans le bon sens. Est-ce que c'est possible en France, ça? Parce que le général de Gaulle, c'est un peu ça, quelque part. Ah oui, mais le général de Gaulle, il n'a pas trouvé la solution. Il n'a pas trouvé la solution, mais c'est un peu ça, un militaire qui revient aux affaires, il reprend un peu le pouvoir. Effectivement, parce que la situation dans laquelle était la France au moment du général de Gaulle était une situation tout à fait similaire à ce qu'elle est aujourd'hui. Tout à fait. On est en pays occupé. On a des... Eh ben, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. On peut échafauder toute théorie sur ce sujet. Est-ce qu'il y a une possibilité de ça? C'est crédible en France parce que c'est déjà arrivé une fois, c'est pas non plus... Oui. Le mot, comment disait de Gaulle, puisque les choses recommencent sans cesse, il est possible qu'un jour ma cause serve soit reprise pour défendre la France. Enfin, c'était pas exactement ça, mais c'était dans l'esprit que les choses étaient censées recommencer dans ce sens-là. Charles de Gaulle était un visionnaire, il avait une vision très précise de son avenir déjà, avant d'avoir celui des autres. Il est probable que ça soit comme ça que ça se fasse, mais on peut pas le... Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a atteint la limite du système et qu'aujourd'hui, on va arriver à un stade d'instabilité, parce qu'on va passer d'un état qui est à peu près stable aujourd'hui, mais qui devient de moins en moins stable, pour aboutir à ce qu'on a dit tout à l'heure, une dictature programmée. Bon, on va passer par un stade d'instabilité où le système, on ne sait pas trop dans quel sens il va tomber. Et il ne faudra pas grand-chose pour qu'il tombe dans le côté opposé de celui souhaité par nos responsables politiques aujourd'hui. Et ça, c'est ce que je souhaite. Et le poids qui va être mis pour qu'il balance d'un côté, du bon côté, ce ne sera pas une action interne au pays, ce sera à l'international que ça se passera. C'est que par les autres nations que le sort de la France va être décidé dans un sens ou dans l'autre. C'est le poids des autres nations sur la France qui va faire que ça va soit tomber dans le mauvais sens, soit dans le mauvais. Voilà. Donc on est vraiment à la charnière. Donc, quoi. moi, je pense, enfin ma théorie, que l'avenir peut dépendre de rien, finalement. Un peu peut suffire à faire changer les choses dans le bon sens. C'est ce que je m'évertue à faire. En intervenant auprès de la Cour pénale internationale, en intervenant auprès de l'ONU. J'essaye de donner le poids d'une plume sur le système qui pèse 50 millions de tonnes, c'est ça. pour que ce système-là tombe du bon côté. Voilà. Ça marchera pas, mais ce qui peut être vu, c'est que quand même, tous les empires ont une fin. Oui, tout empire périra. Tout empire périra. Et la France n'a jamais sombré dans une dictature aussi forte que celle qui est prévue aujourd'hui. Il y a eu certes des moments difficiles, il y a eu certes des moments pendant l'occupation, mais ça n'a pas duré.
ça a été temporaire. Là, on est quand même sur un processus de destruction qui dure depuis 30 ans. Donc c'est quand même un cycle long. On voit pas, ce cycle long ne pourra pas générer un autre cycle long aussi mauvais qu'il a été. Dans la nature, il y a quand même un équilibre qui se fait. Et je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui permettent de dire que l'avenir sera meilleur pour nous et moins bon pour nos hommes politiques aujourd'hui. Sur ces belles paroles, parce que je pense que nous sommes nombreux à penser ça. Et on va... C'est ce qui me fait vivre en fait, c'est ce qui me fait tenir, je crois fermement, à un changement de situation de la France, dans un sens qui sera favorable aux Français, et que cette dictature cachée, hypocrite, parce qu'ils n'ont même pas le courage de le dire, c'est vraiment hypocrite, se terminera et on reverra des jours meilleurs. En tout cas, il y a un réveil citoyen. Et on voit bien par cette radio quand même. Nous, on va essayer d'apporter notre sac de plumes aussi. C'est tant qu'on peut. Si chacun met sa petite plume, face à un duvet, et ça peut vraiment... Dans tous les cas, je ne crois absolument pas à une révolution populaire. C'est impossible. Impossible. C'est pour ça que certains parlent d'un changement comme ça, par le haut, par une espèce d'homme providentiel un peu qui serait suffisamment près du pouvoir pour pouvoir faire un coup de jarnac et prendre le pouvoir et obtenir l'assentiment du peuple. Parce qu'on ne croit pas effectivement à cette espèce de révolution des œillets. Si les révolutionnaires étaient si dangereux pour l'État, il y a bien longtemps qu'ils auraient été ils auraient été neutralisés comme je l'ai été. Donc faut pas... Tout ça, ce qui se passe en Bretagne, tout ça c'est monter, ça n'a rien à... C'est tout à fait ça va dans le sens de générer du chaos pour aboutir à une situation où la solution sera de mettre un parti autoritaire pour sortir de la crise. Eh ben, merci en tout cas Jacques Girardeau d'être venu à Méta TV. Vous êtes le bienvenu. Votre accueil très chaleureux. Merci. Comme un roi. Écoutez, merci beaucoup. Voilà, vous êtes le bienvenu, vous reviendrez quand vous voulez. Nous, en tout cas, on va continuer à parler de votre affaire. En plus, on recevra un certain nombre d'hommes politiques, donc on les alertera sur votre cas. On verra quelle sera leur réponse à ce moment-là. Voilà, de voir quelle sera leur réponse quand on leur exposera votre cas. Parce que certains nous traiteront même de complotistes. On regardera les documents pour dire non, c'est pas un complot. Il y a bien toutes les preuves de ce qu'on vous avance. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai tous les éléments qui permettent de démontrer mes propos. Voilà. Non, parce que souvent, quand on sort, et si je raconte comme ça l'histoire à quelqu'un, on va me dire mais qu'est-ce que c'est que tu me racontes? Comment ça? Un fonctionnaire, on est venu chez lui? Non, mais attends, on l'empêche de parler. Mais non, comment ça? Les gens, on a du mal à imaginer un peu, et pourtant c'est réel, ça arrive, c'est justement l'état de délitement de la France d'aujourd'hui. Voilà. On est obligé de mettre en lumière, quoi. Donc, merci de nous avoir suivis. Donc, on se retrouve demain de 21h à minuit. Demain, ce sera une émission sur les marchés financiers. Donc, intéressant, un rapport encore certainement avec les gens, puisque évidemment, il faut bien que cet argent parte quelque part. Et justement, Alain Benajam demain nous expliquera comment fonctionnent tous ces circuits financiers, quels sont les produits financiers, quels sont les acteurs de ce marché. Comme ça, vous allez un peu mieux comprendre donc, ce monde de la finance. Voilà. Et jeudi, je rappelle qu'on recevra aussi Nicolas Gbou, et toujours dans la suite, puisque lui va nous parler cette fois du franc CFA, de la zone monétaire et des relations de la France-Afrique. Donc, il y a un gros programme cette semaine, effectivement, en perspective, pour mettre en lumière tous ces problèmes-là. Donc, on se retrouve demain, donc de 21h à minuit. C'était la libre antenne sur metatv.org. Jacques Girardeau, encore merci d'être venu. Et puis, on se retrouve demain. À vous, la régie. Au revoir. Au revoir.